Donc ce diaporama va illustrer le cours sur la phylogénie. Donc vous prenez un stylo pour compléter votre polycopier que je vous ai donné la dernière fois et qui a complété avant de venir à la prochaine séance. Donc si vous avez besoin, pour aller par exemple chercher le stylo et le polycopier de cours ou après plus tard dans le diaporama, vous n'hésitez pas à faire pause. Donc pour faire pause, il faut faire un clic droit avec votre souris. Et puis après, vous cliquez sur la diapo pour continuer le diaporama. Voilà, quand vous êtes prêts, on est parti. Donc, ce cours va à la suite du chapitre 1, la vie sur Terre. C'est la suite du grand 2, la vie aux différentes échelles d'observation. Le petit 1 étant la biodiversité actuelle ou passée. Donc là, c'est le petit 2 qu'on va traiter. Un petit 2, la notion de parenté entre les êtres vivants et leur classification. C'est ce qu'on appelle la phylogénie. Et ça sera en rapport avec le TD5 qu'on va faire la prochaine fois. Donc au sein de la biodiversité, ça c'est le cours qui est sur cette diaporama, cette diapo-là. Donc n'hésitez pas à le compléter s'il y a des trous dans votre texte. Donc je reprends. Au sein de la biodiversité, les espèces possèdent des caractères. Alors, caractère c'est le mot le plus simple. Dans votre livre, il parle d'attributs. Donc les attributs, les caractères, c'est la même chose. Donc les espèces possèdent des caractères en commun, ce qui prouve leur parenté et leur origine commune. Ce sont les points communs qui montrent qu'on est proches parents. Par exemple, les oiseaux ont tous un bec. Le bec est le caractère commun des oiseaux, donc les oiseaux sont assez proches entre eux, contrairement, par exemple, si on les compare à une coccinelle. Voilà. Donc plus on a de caractères en commun, plus on est proches parents. C'est le principe même de la phylogénie. Donc classer les espèces selon leur caractère partagé, partagé c'est le mot important, est le principe de la classification phylogénétique. Donc on va prendre un exemple pour que ce soit plus clair pour vous sur comment classer les espèces qu'on a là à l'écran. Donc il y a 7 espèces. Ces espèces, on va les classer selon le mode phylogénétique et on va voir quel caractère on va utiliser. Donc si vous prenez la ligne du haut, vous avez en haut à gauche un canard colvert, au milieu une chauve-souris pipistrelle, à droite une abeille, ensuite sur la deuxième ligne vous avez la libellule, la rainette, le pigeon et au centre vous avez une araignée qui a la particularité de vivre sous l'eau qu'on appelle l'argironnette. Donc, quelles sont les différentes étapes d'une classification phylogénétique? En fait, on va avoir 3 grandes étapes. Donc, étape numéro 1, c'est celle-ci. On va définir les caractères à comparer. Pour identifier et classer un animal, alors là, c'est des animaux, mais on pourrait faire exactement la même chose avec les plantes. Le plus rigoureux est d'utiliser des caractères sur ce que possède l'animal, et non pas sur ce qu'il fait, ni où il vit, ni son mode de vie. Par exemple, les 3 animaux que vous avez là qui viennent de s'afficher volent. Le canard vole, la chauve-souris vole, l'abeille vole. Mais par contre, ils volent, mais ils volent pas de la même façon, ils volent pas grâce aux mêmes organes. L'aile de la chauve-souris, c'est une main en fait. Voilà, c'est le prolongement d'une main. Alors que pour le canard colvert, c'est carrément tout un bras. Et pour l'abeille, c'est un autre organe. Voilà, c'est pas du tout les mêmes organes. Donc on peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Donc le mode de déplacement, là en l'occurrence le vol, n'est pas un caractère qui permet de rapprocher des espèces. Donc le mode de déplacement, leur alimentation, l'endroit où ils vivent, c'est pas des caractères qu'on va comparer. Ce qu'on va comparer, c'est vraiment des caractères anatomiques ou voilà, des caractères embryonnaires que possède l'animal vraiment. Des organes, une morphologie qu'il possède, mais c'est pas, voilà, pas sur ce qu'il fait, pas sur sa façon de se nourrir, pas sur sa façon de se déplacer, etc. C'est vraiment des caractères présents. Donc, quels sont ce qu'on appelle des caractères phylogénétiquement intéressants? C'est par exemple la tête, les yeux, la bouche, le corps, la queue, donc tous les organes qui sont présents. Est-ce qu'il y a un squelette externe ou interne? Est-ce qu'il y a des membres articulés ou charnus? Donc charnu, ça veut dire en fait avec des muscles dessus, de la chair dessus. Par exemple, dans les pattes des insectes, il n'y a pas de chair, pas de muscles, contrairement à l'humain par exemple. Le revêtement de leur corps, est-ce que sur le corps il y a des poils, est-ce qu'il y a des plumes, est-ce qu'il y a des écailles? Donc ça, c'est des caractères qu'on va utiliser, contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'alimentation, le mode de vie, etc. Donc étape 2 de la classification génétique.
phylogénétique. On construit ce qu'on appelle un tableau de caractères. Donc là, j'ai choisi de mettre en ligne les différentes espèces qu'on va comparer et en colonne les caractères qu'on va comparer chez ces espèces-là. Donc moi, ce que je vous conseille maintenant, c'est de vous entraîner directement, de prendre un crayon de papier et d'essayer de remplir ce tableau de caractères. Donc vous mettez pause et vous essayez de compléter les yeux et la bouche. Je pense que vous savez que les animaux en ont. Squelette externe, c'est par exemple l'abeille, un squelette externe. C'est-à-dire une carapace, si vous voulez, il n'y a pas d'os à l'intérieur, sinon on appelle ça un squelette interne. Le nombre de membres, voilà, vous avez qu'à compléter avec vos connaissances. Et les productions épidermiques, alors qu'est-ce qu'on appelle les productions épidermiques? C'est ce qu'il y a en plus de la peau, par exemple des poils, par exemple des plumes. Voilà. Donc n'hésitez pas, mettez pause. Si vous avez besoin, les 3 diapos suivantes peuvent vous aider à compléter le tableau de caractères, puisqu'on a des descriptions de chaque espèce. Donc du coup, voilà, vous avez les différentes espèces, donc n'hésitez pas à vérifier votre tableau de caractères que vous avez complété, j'espère, au crayon de papier. Donc la rainette, la libellule, le pigeon, l'argironnette. Donc la diapo suivante va vous donner le tableau déjà complété. Voilà. Donc ce tableau, vous vérifiez le vôtre, hein, si vous avez complété ou pas. Donc vous mettez un clic droit et puis vous mettez une pause pour pouvoir vérifier votre matrice de caractères. Donc on regroupe ensemble les espèces selon leurs points communs dans des groupes emboîtés. Donc c'est la 3e étape de la classification phylogénétique. On construit des relations de parenté, on va essayer de trouver quels animaux sont les plus proches parents. Comment on fait? On fait ça sous forme de groupes emboîtés. Donc ça, normalement, c'est quelque chose qui doit vous rappeler votre programme de collège. Donc comment on construit ces boîtes? D'abord, on va faire la plus grande boîte dans laquelle on va recenser donc, les caractères présents chez absolument toutes les espèces comparées. Donc si vous regardez votre tableau, yeux et bouche, c'est possédé par les 7 espèces. Donc vous faites une grande boîte yeux et bouche, c'est la boîte des animaux, les animaux ont tous des yeux et une bouche, et vous mettez vos 7 espèces dedans. Alors là, ce que je vous conseille aussi, c'est de maintenant faire une pause et de réfléchir aux autres boîtes que vous allez faire à l'intérieur. Quels sont en fait les caractères partagés par le plus grand nombre, et vous allez réunir ces espèces dans des boîtes. Donc servez-vous de votre matrice de caractères, votre tableau de caractères, et puis sur votre feuille de polycopier de cours, essayez de faire cette fameuse boîte, hein, c'est la question 3 de votre polycopier. Et puis une fois que vous avez fait au crayon de papier, vous vérifiez avec la suite du diaporama. Donc normalement, vous repérez le caractère qui est partagé par le plus grand nombre d'espèces, c'est les caractères squelettes. Donc squelette externe, ça c'est partagé par abeille, libellule et argironnette, donc vous les mettez dans une même boîte, ce qu'on appelle les arthropodes, bon, le nom n'est pas forcément important, hein. Et une autre boîte dans laquelle vous allez mettre grenouille, chauve-souris, canard et pigeon, qui sont les espèces qui possèdent un squelette interne. Vous avez remarqué normalement dans votre tableau que ceux qui ont un squelette interne ont également 4 membres charnus, donc c'est la même boîte pour tout le monde. Et maintenant, normalement, vous allez pouvoir faire des plus petites boîtes à l'intérieur de ces boîtes, hein, parce qu'il y a encore des regroupements possibles d'espèces. Donc maintenant, vous avez les plus petits groupes possibles. Donc si vous regardez dans la boîte des arthropodes, normalement vous devriez, grâce à la matrice de caractères, au tableau de caractères, réussir à faire des plus petites boîtes. Là, ça va être sur le nombre de pattes. Donc les abeilles ont 6 pattes comme les libellules, hein, ce sont les insectes, donc on les met dans la même boîte, ils ont ce caractère partagé qui est le nombre de pattes 6, alors que l'argironnette est dans la boîte des arachnides, hein, les araignées, c'est-à-dire tous les arthropodes à 8 pattes. Donc vous pouvez faire la même chose avec le groupe des vertébrés. Les vertébrés ont des boîtes plus petites à l'intérieur, on peut refaire des sous-groupes qui est en lien avec les productions épidermiques. Donc par exemple, canard et pigeon sont dans la même boîte puisqu'ils possèdent les caractères plumes.
alors que les chauves-souris sont à part dans une autre boîte parce qu'elles possèdent des poils, qui est la groupe des mammifères. Donc à partir de là, on va finir notre cours. Donc si vous regardez sur votre polycopier, en dessous de ça qui est à recopier, donc n'hésitez pas à mettre pause si vous ne l'avez pas recopié. On va continuer le cours qui est en dessous. Donc le cours est le suivant. Les espèces sont donc classées en groupes emboîtés les uns dans les autres, qui traduisent des liens de parenté. Plus ils sont dans une petite boîte ensemble, si vous voulez, les espèces, plus elles sont dans une petite boîte ensemble, plus elles sont proches parentes. Et le fait qu'elles soient toujours dans une grosse boîte en commun montre que, de toute façon, il y a toujours des relations de parenté entre les espèces, mais ces relations de parenté sont plus ou moins proches. Si vous êtes dans une grosse boîte ensemble, vous êtes parents mais éloignés. Si vous êtes dans une petite boîte ensemble, vous êtes parents mais proches parents. Donc plus deux espèces possèdent de caractères en commun, plus elles sont proches parentes. C'est le principe de plus elles sont dans une petite boîte, plus elles sont proches parentes. Mais cette phrase-là est vraiment importante dans les DS pour vous, pour justifier comment vous arrivez à trouver des liens de parenté. Vous allez compter le nombre de caractères que les espèces ont en commun. Et plus elles ont de caractères en commun, plus elles sont proches parentes. Donc retenez bien cette phrase. N'hésitez pas à la surligner s'il y a besoin. Chaque groupe d'espèces est défini à partir des caractères que les espèces du groupe ont en commun. Par exemple, le groupe des mammifères est un groupe qui a comme caractère la présence de poils et de mamelles, parce que tous les mammifères ont des poils et des mamelles. Donc c'est un caractère qui est commun à tout le groupe, et c'est comme ça qu'on définit le groupe des mammifères. De même, autre définition, chaque groupe possède un ancêtre commun qui a tous les caractères communs aux espèces du groupe. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, encore une fois, le groupe des mammifères, il y avait au cours de l'histoire de l'évolution, au départ, il y a eu, on va dire, un seul mammifère qui est apparu. Et c'est ce mammifère-là, c'est cette espèce ancestrale de mammifères qui a donné tous ses descendants. Et toutes les espèces de mammifères diversifiées qu'on connaît aujourd'hui viennent d'une même espèce ancestrale. Et cette espèce ancestrale, si tous ses descendants ont des poils et des mamelles, forcément cet ancêtre, cette espèce ancestrale, avait des poils et des mamelles. Donc un ancêtre, une espèce ancestrale, un ancêtre commun, est donc une espèce qui est définie par l'ensemble des caractères partagés par ses descendants. Donc faites attention, une espèce ancestrale, un ancêtre commun, on ne sait pas vraiment ce que c'est. On sait le décrire, on sait quel caractère il avait, l'ancêtre. Il a les caractères en fait que tous ses descendants ont, donc toutes les espèces du groupe ont. Savoir exactement quelle espèce c'était, ça devient beaucoup plus difficile. On ne peut pas remonter dans le temps, les scientifiques ne peuvent pas se projeter il y a plusieurs millions d'années, aller faire un voyage dans le temps et aller voir quelle espèce a été le premier des mammifères. Donc, partant de ce constat-là, on ne considère jamais les fossiles comme des espèces ancestrales, mais des espèces qui peuvent être proches des ancêtres sans pour autant l'être forcément. Voilà. Donc, ça c'est le cours. Et maintenant, on va mettre en exemple ce cours-là. Donc, si on reprend nos groupes emboîtés de tout à l'heure, si je vous demande quel est le plus proche parent de l'argironnette, donc je vous laisse réfléchir, je vous conseille de mettre pause et de réfléchir à qui est le plus proche parent de l'argironnette avant d'écouter la réponse qui va suivre. Donc, j'espère que vous avez bien réfléchi. L'argironnette, si on regarde avec qui elle possède le plus de caractères en commun, puisque c'est comme ça qu'on trouve les relations de parenté, l'argironnette possède en commun avec l'abeille et la libellule, possède un squelette externe, des yeux et une bouche. Donc si vous comptez, squelette externe, yeux et bouche, ça fait 3 caractères partagés. Que ce soit avec l'abeille ou que ce soit avec la libellule d'ailleurs. Il y a toujours ces 3 caractères, squelette externe, yeux et bouche. Par contre, si vous essayez par exemple de faire avec la grenouille, combien de caractères en commun entre l'argironnette et la grenouille? Et bien normalement, vous voyez qu'il n'y en a que 2, yeux et bouche. Pareil avec la chauve-souris, que 2, yeux et bouche. Donc, l'argironnette, elle possède 3 caractères en commun avec l'abeille et la libellule, contre 2 avec la grenouille, la chauve-souris, le canard et le pigeon. Donc l'argironnette est plus proche de l'abeille et de la libellule que de la grenouille et de la chauve-souris. Par contre, l'argironnette, elle n'est pas plus proche de l'abeille que de la libellule. On ne peut pas, à l'intérieur d'une boîte des insectes, réussir à trouver qui est les plus proches parentes. Voilà, donc on trouve des relations de parenté comme ça. De même, vous pouvez essayer de réfléchir, par exemple, la grenouille, de qui est le plus proche parent. Donc je vous conseille aussi de mettre pause pour y réfléchir et la réponse va suivre.
Donc la grenouille, si vous comptez avec la chauve-souris, elle possède 4 caractères en commun. Squelette interne, 4 membres, yeux, bouche. Pareil avec le canard, pareil avec le pigeon. Squelette interne, 4 membres, yeux, bouche. Ça fait 4 caractères en commun. Et comme on l'a dit tout à l'heure, avec l'argironnette ou avec l'abeille et la libellule, la grenouille, elle possède que 2 caractères, yeux et bouche. 2 caractères contre 4. La grenouille est plus proche parent de la chauve-souris et du canard et du pigeon que de l'argironnette, de l'abeille ou de la libellule. Par contre, vous ne pouvez toujours pas préciser la relation de parenté entre la grenouille, la chauve-souris, le canard et le pigeon. La grenouille est aussi proche de la chauve-souris que du canard, que du pigeon. Parce que c'est 4 caractères et vous ne pouvez pas préciser de qui est le plus proche parent. Voilà, j'espère que ça déjà c'est clair. Alors, la représentation en groupe emboîté, c'est un mode de représentation. À savoir que vous pouvez aussi, à partir de la même matrice de caractères, le même tableau de caractères, non pas faire des groupes emboîtés comme là, mais un arbre. Donc l'arbre à tracer, c'est déjà un petit peu plus compliqué, donc je vous le fournis. Il est à recopier sur votre copier. Donc voilà l'arbre qui correspond au groupe emboîté qu'on vient de voir. Donc n'hésitez pas à mettre pause pour le compléter, et ensuite je vous explique comment ça fonctionne. Donc si vous regardez un arbre, qu'est-ce que ça représente un arbre de parenté ou un arbre phylogénétique? C'est un arbre de parenté. Ça montre qui est plus proche parent de qui, mais en partant du bas de l'arbre, vous voyez cette notion d'ancêtre commun. Toutes les espèces descendent d'un même ancêtre, qui est là à votre écran, tout en bas de l'arbre. Et ensuite, si vous remontez, plus vous remontez vers le haut de l'arbre, plus en fait vous allez voyager dans le temps. Donc là, c'est le temps ancien, et plus vous allez vers le dessus, plus vous vous rapprochez du temps actuel. Et là, là vous êtes arrivé à aujourd'hui. Et ça, c'est important de comprendre que ça, c'est le temps actuel, et que plus vous descendez vers la base, plus vous remontez dans le temps. Et donc, c'est important de comprendre que dans un arbre phylogénétique, ça vous fait comprendre qu'il n'y a pas d'espèce plus évoluée qu'une autre. L'argironnette, c'est une espèce actuelle qui existe depuis un certain temps, et elle n'est pas plus évoluée que l'abeille, que la grenouille, que la chauve-souris, et la chauve-souris n'est pas plus évoluée que le canard, n'est pas moins évoluée que le canard. Toutes les espèces sont évoluées à un même stade d'évolution, puisqu'elles ont en fait, si vous regardez l'arbre, toute la même durée d'évolution. D'accord ? Donc, qu'est-ce que traduit cet arbre-là? Il vous traduit un lien de parenté, ici, c'est l'ancêtre commun, si vous regardez le pointeur, en rouge, c'est l'ancêtre commun, toutes les espèces qu'on voit là. Donc, chaque nœud, c'est ce que je vous montre là, correspond à l'apparition d'un état particulier d'un caractère. Ensuite, là, sur cette branche-là, sont apparus des caractères qui ont donné toutes les arthropodes, et sur cette branche-là, sont apparus des caractères qui ont donné tous les vertébrés. Donc ici, par exemple, caractère des vertébrés, l'apparition du squelette interne, c'est apparu à peu près à cette époque-là, et donc tous les descendants qui descendent de cette branche-là ont le squelette interne. Donc, on peut faire les mêmes groupes que tout à l'heure. Vous retrouvez votre boîte des insectes avec les 6 pattes. Donc, le caractère 6 pattes est apparu ici, ce qui fait que tous les descendants ont 6 pattes. Donc, maintenant que vous avez compris un petit peu comment on lit, je vous conseille d'aller sur Learning Apps et de répondre au QCM. Donc, vous copiez ce lien-là, vous y alliez et vous répondez au QCM avant de venir à la prochaine séance, pour qu'on puisse travailler sur ce que vous n'avez pas compris. Voilà. Et bien, à la semaine prochaine.